savoir que nous, on travaille pour les Ivoiriens, on travaille pour les téléspectateurs, on travaille pour le monde entier. C'est une nouvelle discipline sportive, pas du tout connue en Côte d'Ivoire. Justement, on aimerait bien la découvrir. Oui, c'est une discipline qu'on appelle le mental home. Au fait, c'est en anglais. Oh, s'il vous plaît. Quand on vous donne des informations, écoutez, voilà, ça permet de consolider le foyer, ça permet à la femme d'avoir un mental de fer dans le foyer. Regardez, à partir d'aujourd'hui, les hommes, quand un homme découche, au lieu d'avoir honte pour rentrer matin à la maison, non, il ne faut plus avoir honte. Quand tu rentres, tu vois madame, tu fais ça. Mais quand tu regardes, elle a un mental fort. C'est un sport pas du tout connu. Ça ne se pratique pas à n'importe quelle occasion. Quand toi, tu sais que tu rentres à la maison, que tu as honte, fais ça. La femme, elle a un mental, elle m'a dit, il faut aller ça là, il y a fait quoi, il y a réussi. Voilà, c'était... Mental home. Faut pratiquer, mental home. Faut pratiquer ce sport. Ça même quand les gens vont, on dit nuit de noces ou après mariage, tout le monde sait vous battez. Tout le monde sait ce que vous battez faire. Mais c'est assez de honte qui est là. Mais en partant, fait ce qu'on fait. Le mental... Moi, être fort mentalement, c'est surmonter les épreuves de la vie. Mais lorsqu'on est fort mentalement, cela nous aide à avancer dans la vie, à surmonter toutes les épreuves face auxquelles nous sommes confrontés et nous aide à pouvoir être à l'aise dans nos vies quotidiennes. Je suis forte mentalement parce que j'ai la foi en Dieu d'abord, parce que c'est Dieu qui donne la vie. S'il a permis que je sois là jusqu'à présent, donc il y a de quoi à lui faire confiance. Ma confiance est en Dieu, donc tout ce que je fais, il y a la foi. Je pense être fort mentalement parce que j'arrive à surmonter des difficultés dans la vie. Nous, on est très curieux ici. On aimerait savoir comment est-ce que Vanessa a vécu son enfance. Franchement, j'ai eu une enfance assez basique, hein, c'est calme. Mon père était gendarme, ma mère infirmière, j'étais enfant unique, donc je pense que je manquais quasiment de rien, jusqu'à ce que mes parents se séparent vers l'âge de 6 ans. Jusque-là, bon, un parcours classique aussi, hein, je ne suis pas la première famille qui se sépare. Sauf qu'à l'âge de 15 ans, ma mère tombe malade et je me retrouve assez seule, vraiment beaucoup de solitude. Et à ce moment-là, j'aurais pu dériver, parce qu'on a beaucoup de solitude, donc on peut fréquenter de mauvaises personnes, etc. Seule parce que vous êtes enfant unique? Je suis enfant unique, donc seule face à tout ça, et puis incomprise aussi, puisque les oncles et les tantes, ils ne comprennent pas forcément la solitude. Et puis à l'âge de 15 ans, les médecins ne nous racontent pas forcément ce qu'a ma maman, je ne comprends pas trop. Elle va bien, hein, donc elle va bien aujourd'hui, tout va mieux, mais à ce moment-là, oui, je me sentis vraiment seule. Et puis je pense que c'est peut-être à partir de là que j'ai commencé à m'accrocher à l'athlétisme. Ouais. C'est donc lié, je veux dire que les difficultés que vous avez vécues dans votre enfance sont liées à votre choix pour le sport. En tout cas, il est certain qu'au moment où les choses vont mal, on se rappelle qu'il y a eu des moments pires, notamment on se souvient que c'est quand même un sport, même si c'est toute notre vie, hein, l'athlétisme c'était toute ma vie. Je me souviens que j'ai connu pire, donc dans les moments difficiles où ça m'est arrivé de m'entraîner en pleurant, personne ne comprenait, j'étais là, je m'entraînais quand même en pleurs, et bien je m'accrochais à mes rêves, certainement pour avoir une meilleure vie et voyager, parce que j'adore voyager. L'année 2009 a été une année faste pour vous. Dans votre carrière d'athlète, vous avez remporté les titres de championne de France du triple saut et du saut en longueur. C'était du jamais vu. Oui, c'est la première fois qu'une Française gagnait les championnats de France et en triple saut et en longueur la même année. Et à mon avis, ça n'arrivera pas tout de suite parce que généralement, elles sont soit spécialistes de la longueur, soit spécialistes du triple saut. Qu'est-ce que cela a véritablement changé dans votre carrière? Ça a tout changé. Parce que, évidemment, ma mère m'avait déjà donné certains moyens de voyager. Mais là, je découvrais d'autres mondes, d'autres personnes, et puis de vraies amitiés. Aujourd'hui, l'une de mes meilleures amies a fait aussi les Jeux Olympiques, championnat du monde, et elle est encore là dans ma vie. Beaucoup de mes amis aujourd'hui, on a vécu des choses énormes, parce que le sport de haut niveau est fait de beaucoup de bas, de haut de temps en temps, mais plus de bas que de haut, croyez-le bien. Et dans ces cas-là, c'est important de retrouver une famille au sein de l'équipe de France, donc ça m'a tout apporté. Quand vous dites plus de bas, vous faites allusion à quoi? On travaillait dur, honnêtement, l'athlétisme, c'est pas un sport drôle. On dit jouer au foot, jouer au rugby, jouer au basket, mais on ne dit pas jouer à l'athlétisme, on dit s'entraîner. Et je pense que c'est vraiment réaliste. L'athlétisme, c'est pas drôle. On est heureux que lorsque on gagne une compétition, ce qui n'arrive pas non plus tous les 36 du mois, sauf si plus on va haut et plus évidemment la difficulté est grande à gagner une compétition. Donc les déceptions sont beaucoup plus fréquentes que les victoires. Est-ce qu'au-delà des déceptions, il y a aussi des moments de douleur, de claquage, de blessure? Vous en avez eu dans votre carrière qui vous ont affecté peut-être? Je me suis peu blessée. J'ai eu cette chance d'avoir un physique assez robuste. Je pense que ça se voit. Ah tiens
j'ai eu cette chance de peu me blesser, mais les douleurs, en tout cas les douleurs mentales, oui, je me les suis imposées également aussi. Mais c'est quoi la plus grande souffrance quand on fait ce sport-là? La plus grande difficulté? La plus grande difficulté, je pense que déjà, c'est un sport individuel. Donc, on se retrouve toujours en concurrence, même des fois en concurrence avec ses partenaires d'entraînement. Et puis, beaucoup de solitude. Alors, non seulement j'étais déjà enfant unique, mais en plus, là, je me retrouvais seule face à moi-même. Et puis, les déceptions, on ne les partage pas parce que dans un groupe d'entraînement, on peut gagner. Soit on peut gagner, mais la copine d'en face, elle peut perdre. Donc, c'est difficile de partager sa joie. Enfin, voilà, il y a plusieurs difficultés. On va dire que ça a été une thérapie pour vous, le sport? Oui, le sport, je pense que c'est une thérapie. Je pense que quand on devient sportif de haut niveau, on ne devient pas sportif de haut niveau pour... on devient sportif de haut niveau parce que certainement on a des choses à régler. S'imposer une telle rigueur, une telle douleur quotidienne, physiquement, parce que l'entraînement aussi, c'est repousser ses limites. Pour repousser ses limites, il faut toucher sa limite. Et la toucher, ça fait mal. Ouais. Donc il faut repousser ses limites, les vomissements à l'entraînement, et l'acide lactique. Pour ceux qui ont touché l'acide lactique, croyez bien que ça brûle dans tout le corps. Mais bon, tout ça, c'est parce qu'on a envie d'être au sommet et de gagner des médailles. Et qu'est-ce qui vous différenciait, on va dire, des autres athlètes? Ce qui me différenciait honnêtement, c'était pas forcément mes qualités physiques, même si j'avais un physique robuste. Ça, c'est vrai que j'avais la capacité à m'entraîner dur longtemps, sans trop me blesser. Mais j'étais travailleuse et sérieuse surtout. Honnêtement, j'ai vu beaucoup plus doués que moi arrêter bien avant, parce qu'ils n'avaient pas la capacité à endurer cette douleur d'entraînement. On s'amuse aussi, hein, j'ai l'impression que je dis que c'est que de la douleur. Non, mais c'est bien, parce que moi, ce que je retiens, c'est vrai qu'il y a des douleurs, il y a peut-être des fois où vous êtes blessé, peut-être rarement, mais ce que je retiens dans votre récit, c'est le travail. C'est-à-dire que vous vous êtes imposé une certaine rigueur. Voilà, et je me demande... Par quoi était motivée cette rigueur? Est-ce que vous aviez quelque chose à prouver à quelqu'un ou c'est juste un défi que vous vouliez tout simplement relever? C'est vrai que mon père m'a toujours dit que j'y arriverais jamais. Mon père ne m'a jamais soutenu. Aux Antilles, faire du sport de haut niveau, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas une réussite en soi. Donc ma mère, elle voulait que je passe des diplômes, que j'ai une carrière dite normale. Et mon père, lui, disait, de toute façon, tu es trop nul, tu n'y arriveras jamais. Donc peut-être que j'avais cette voix tout le temps qui me disait, tu vas leur prouver. Alors à qui, je ne sais pas. Peut-être à moi d'abord, que je me prouvais que je valais quelque chose, que je pouvais représenter quelque chose pour quelqu'un et pour la société. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait toujours cette voix qui me disait « tu vas leur prouver, allez continue, tu vas encore prouver ». Et ce mental d'acier, on y reviendra, ce mental d'acier, on va dire que vous avez eu par le fait que vous soyez athlète, vous l'avez forcément utilisé dans votre vie de tous les jours. Peut-on savoir à quel niveau en avez-vous eu recours? Bon, si vous parlez de la carrière professionnelle, dans ma carrière télévisuelle aujourd'hui, parce que la carrière télévisuelle est aussi difficile que le sport de haut niveau, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, hein, c'est un monde qui fait rêver, de strass et paillettes, mais ce n'est pas toujours le cas, donc là aussi il faut de la pugnacité, de la ténacité. Et dans la vie de tous les jours... On se comprend, Caroline, il n'y a pas de souci. Encore sous nos tropiques. Sinon, c'est vrai que dans ma vie privée, j'ai peut-être plus facilement tendance à relativiser les difficultés, notamment dans la vie amoureuse, quand on se sépare. Peut-être que je me dis que c'est pas grave, je vais rebondir encore plus fort et plus loin et que je vais rencontrer le prince charmant. Vous savez comment ça s'appelle ici, comment on le dit en Côte d'Ivoire, lorsque vous avez un chagrin? Je n'ose même pas vous demander si vous en avez connu, parce que c'est comme tout le monde est passé par là, presque ou presque. Ça s'appelle le goumin-goumin. Le goumin-goumin? Ouais. C'est drôle, ouais, parce qu'en créole, goumin, ça veut dire se battre. Se battre, donc, tout à fait. Goumin, finalement, voilà la preuve encore que les Antilles... Oui, en créole, goumin, ça veut dire se battre. On ne dit pas goumin, on dit goumin, ça veut dire se battre. Ouais. Mais, et nous, on peut même dire le goumin, hein, c'est-à-dire la go traverse un goumin, pas possible. Voilà. Donc, se battre, je veux dire, à ce niveau, le mental d'acier, il intervient aussi tout de même. Oui, mes amis me disent toujours que je suis quelqu'un qui rebondit tout le temps. On me dit, tu as très bien choisi ta discipline, tu étais une sauteuse en longueur, triple saut, et dans la vie de tous les jours, tu rebondis tout le temps. Donc moi, quand je me regarde, j'ai pas l'impression d'avoir un mental d'acier. Honnêtement, j'ai l'impression d'être fébrile, manque de confiance en moi, et pourtant, quand je regarde ou j'écoute les gens parler de moi, en effet, souvent on me parle de mon mental, mais honnêtement, moi, je m'en rends pas compte. Vous avez peut-être le triomphe modeste, mais bon, dites-nous comment s'est faite votre reconversion, Vanessa? Honnêtement, assez facilement, parce que j'ai terminé ma carrière en juillet 2012.
parce que je n'étais pas qualifiée aux Jeux Olympiques, c'était une année compliquée. Et début 2012, août 2012, j'étais en direct pour France Télévisions pour les Jeux Olympiques de Londres. Donc ça s'est passé assez facilement, professionnellement parlant. En revanche, identitairement parlant, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai remarqué qu'en France, peut-être pour être un peu réducteur, un certain nombre d'athlètes de haut niveau, que ce soit dans le football ou je sais pas, des sportifs de haut niveau, je veux dire, finissent par devenir soit des commentateurs sportifs. Ils font une très bonne reconversion en télévision. C'est déjà un parcours tracé où vous avez vous-même sollicité des chaînes de télé pour leur dire je suis prêt à partager mon expérience, je suis prête à partager mon expérience avec vous. Comment ça se passe en général? Alors c'est vrai que c'est vous qui allez vers eux ou c'est eux qui viennent vers vous? La plupart des sportifs de haut niveau deviennent consultants, ça veut dire spécialistes d'une discipline. Moi je suis devenue journaliste. J'ai fait une école de journalisme, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Moi j'ai fait une école de journalisme, donc à un moment donné je me suis dit que je voulais apporter ma vision des choses aussi à la télé. Mais la plupart en effet deviennent plutôt consultants, donc spécialistes de leur discipline. Ce qui m'arrive aussi sur l'athlétisme, notamment je commente régulièrement la Diamond League où Marie-Josée Talou et Ben Youssef Meïté, etc. performent grandement. Donc oui, j'ai la joie et l'honneur de s'y commenter les courses des Ivoiriens. Est-ce que vous trouvez quand même quelques similitudes entre le sport et la télé? C'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est un sport qui est très envié. C'est parce que je parle de sport parce que je pense que vous pouvez le dire, Caroline, c'est un sport d'être animatrice. Il faut quand même un rythme de vie. Il faut travailler comme l'entraînement. Quand on prépare une émission, il faut la préparer. C'est l'entraînement qui est beaucoup plus court, c'est pas sur une année. Mais honnêtement, il y a beaucoup de similitudes. Évidemment, physiquement, rien à voir. Mais je trouve que mentalement, il faut être là le jour J, concentré et puis prêt à faire face à tous nos opposants, parce que vous savez bien que ça amène aussi de la jalousie de faire ce métier. Et toujours des jours, on a des jours fastes et des jours sans, comme ça se passe au sport. Eh oui, voilà. Et on est on est face et seul face à la caméra, il faut pouvoir assumer quoi qu'il en soit. Donc oui, évidemment, il y a beaucoup de transversalité entre mon ancienne vie, j'aime bien dire ça, mon ancienne vie, parce que je m'estime retraitée des pistes, et ma nouvelle vie, oui. Ça fait quand même bizarre de voir une jeune pareille. Elle est retraitée depuis 2012. Ça me fait bizarre d'entendre ça. Et vous avez réalisé quelque chose dont vous êtes très très fière d'ailleurs. En 2015, vous avez réalisé et coécrit un documentaire sur les femmes antillaises qui ont plutôt marqué l'histoire de l'athlétisme, la belle histoire de l'athlétisme. Oui, on a fait appel à moi. C'est une chaîne télé qui a fait appel à moi. Donc c'est France-O et TV5 Monde. Mon documentaire a été diffusé sur ces deux chaînes-là pour valoriser la femme. C'était aussi à l'occasion de la Journée de la femme en France. Et comme c'était France-O, ils avaient souhaité valoriser les femmes antillaises, donc Marie-Josée Pérec, Christine Aron, Muriel Urtis, entre autres. Donc ça va de la première antillaise en équipe de France jusqu'à la nouvelle génération. C'est vrai que c'est une fierté en tant qu'ancienne sportive de haut niveau d'avoir réalisé ça. Aujourd'hui, le sport que vous avez pratiqué a été comme une école de la vie pour vous. Aujourd'hui, voilà, vous êtes en train d'en bénéficier. Voilà, parce que si je parle d'une manière, ils vont dire ça cause d'éléphant, j'ai dit ça. Je ne parle pas d'éléphant. Non, en fait, je connais les Ivoiriens. Et donc, vous êtes Caroline le disait tantôt, vous êtes enfant unique et vous allez encore vous pratiquer un sport individuel. Vous allez seul et vous vivez encore le goumé seul, vous retrouvez seul devant une caméra de télé. Voilà ce que ça fait. Donc, je dis que voilà, tout est à la base, vous êtes seul, one, et ça vous suit et vous arrivez à bien gérer cela. Mais quand vous parlez de goumé tout à l'heure, je vais encore rentrer, je mets le couteau dans la plaie. Vous vivez toujours le goumé ou bien tout est recadré maintenant? Non, goumé, c'est au quotidien. Jusqu'à présent? Oui, c'est tous les jours goumé. On dirait pas. Elle te répond dans sa langue. Voilà. Parce que le goumé chez elle, c'est se battre. Donc c'est tous les jours qu'il faut se battre. Parce que chaque jour est un nouveau défi. Je suis une femme noire dans la télévision française. Ça c'est tous les jours qu'il faut se battre pour faire sa place. Vous avez évoqué le terme identitaire. Je voudrais savoir si, quand vous parlez de cette difficulté identitaire, est-ce qu'elle est liée au traitement salarial ou plutôt au relationnel? C'est plutôt relationnel et je pense même avant de parler de quelqu'un d'autre, c'est moi face à mon miroir. Pendant longtemps, j'ai dit que j'étais sportive de haut niveau, je savais qui j'étais. Et puis quand ma carrière s'arrête, on me demande mais tu es qui? Et même moi, je ne savais pas. Pendant très longtemps et même encore, alors que je fais ce métier depuis quasiment 5 ans, j'ai toujours l'impression d'être une imposture. J'ai l'impression qu'on va dire non mais toi on a découvert.
t'es pas à ta place. Donc c'est vrai que c'est tout le temps cette histoire d'identité et de gouma-gouma. C'est tout le temps. Mais qu'est-ce qui justifie cela? Moi, des fois, je me pose la question, même si j'arrive pas à trouver de réponse, parce que généralement, on a connu des gens qui ont, qui ont connu la gloire, le succès, la réussite, qui ont été devant les projecteurs, qui ont été adulés, mais qui terminent très tristement leur vie, qui sombrent dans la drogue, dans l'alcool, ou qui sont dépressifs. Vous, quelle est votre analyse de tout cela? Alors, les psychologues appellent la fin de la carrière de sportif de haut niveau, ils l'appellent la petite mort. Donc, il y a un moment où il faut mourir pour renaître. Mais pas mourir physiquement, évidemment, mais certains ont du mal à trouver leur place. C'est l'identité dont je parlais. Et c'est un sujet tabou dans le sport de haut niveau. D'ailleurs, je me bats depuis 3 ans pour faire un documentaire sur ce sujet-là, la reconversion identitaire du sportif de haut niveau, mais ça n'intéresse personne, honnêtement. Une fois qu'on n'a plus rapporté de médaille à la France, a priori, ça n'intéresse personne de ce qu'on devient. Honnêtement, les fédérations s'intéressent peu à la suite. Donc on se retrouve seul face à nous-mêmes, face à notre famille qui nous ont vus d'une certaine façon. Nous, on se voyait d'une certaine façon et il faut tout recréer et repartir de zéro. Ça, c'est pas facile. Alors, Vanessa, intérieurement, quand vous vous regardez, est-ce que vous avez l'impression d'avoir atteint vos objectifs professionnels? Honnêtement, non. Honnêtement, pas du tout. J'ai l'impression que j'ai encore tout à prouver, tout à faire. À chaque fois qu'on me voit, on me parle de moi en tant que sportif de haut niveau, pas en tant que journaliste. À chaque fois que je veux faire une émission sur un jeu, sur une émission comme C'est Midi, c'est difficile de faire ma place parce qu'on veut toujours me cantonner à un rôle de sportive. Alors qu'avant d'être sportive, j'avais été mannequin. Bon, j'ai plus les mensurations, mais à un moment donné, j'ai été mannequin. Donc, je sais parler d'autres choses. Et puis, je suis une femme. J'aime la beauté, j'aime le maquillage, j'aime plein de choses. C'est peut-être aussi que vous avez un peu trop brillé dans le domaine du sport, à un niveau qu'on n'oublie pas. Voilà. Peut-être, mais je pense qu'on fait tous 1000 choses. Je veux dire, c'est pas parce que Caroline est présentatrice télé qu'elle ne cuisine pas à la maison et qu'elle peut pas adorer faire des gâteaux, etc. Donc, on a toujours 1000 facettes, mais bon, on aime bien nous cantonner à une chose. C'est compliqué. Moi, je pense tout simplement que vous êtes une boulimique du travail et une éternelle insatisfaite. C'est tout, parce que quand je vois votre dynamisme, je vois votre parcours, je sais que vous avez travaillé dur et vous continuez de travailler et vous avez toujours envie de faire plaisir aux gens. C'est ça. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être le plus doué de sa génération, mais pouvoir apporter quelque chose aux autres, c'est plus important que toute autre chose, n'est-ce pas? Je vous propose vraiment de vous présenter quelques innovations présentées par les chercheurs et les inventeurs, les innovateurs du CES. Première innovation qui est d'ordre, je veux dire, éducatif, c'est iPal. iPal, c'est un robot humanoïde, un robot avec une intelligence artificielle permettant à apprendre aux enfants, donc permettant d'apprendre aux enfants à lire, à compter, à calculer, aussi à chanter, à danser. Ce robot aussi est capable de jouer de la musique, de jouer des vidéos. C'est le top, c'est juste waouh. Deuxième innovation que je vous propose, ce sont des lunettes à réalité augmentée X1. Lunettes à réalité augmentée applicables dans le domaine de la médecine, applicables dans le domaine médical. Lunettes permettant aux personnes malades de Alzheimer de reconnaître, donc de se souvenir des visages de leurs proches. Ça veut dire que ces lunettes, lorsque vous avez un malade d'Alzheimer, lorsqu'il porte les lunettes et qu'il n'arrive pas à se souvenir d'un proche, de son frère, d'un père ou de sa mère, les lunettes lui montrent directement la photo de la personne et toutes les informations concernant la personne. Troisième innovation, ça on va plonger directement dans la French Touch, donc dans tout ce qui est technologie made in France. Je ne sais pas si j'ai bien suivi, mais la deuxième innovation, est-ce qu'elle est disponible ici, en Afrique? Non, toutes ces innovations que je vais présenter aujourd'hui sont actuellement présentées à Las Vegas, au CES de Las Vegas 2018, donc pas encore disponible en Afrique et peut-être pas encore dans d'autres pays parce que c'est juste pour la prototype, présentation en vue de développement, d'industrialisation et puis de vulgarisation. Okay. Moi qui ai cru que c'est ces lunettes-là que vous avez portées. Oh non. Mais il n'est pas malade. Non. Déjà, donc, la French Touch Navia nous propose des moyens de locomotion, donc des moyens de transport robotisés
automatique. Ça veut dire qu'il nous propose des taxis et des bus sans chauffeur, sans volant, sans pédale, avec un ordinateur embarqué. À cette allure-là, l'homme deviendrait à un certain moment inutile sur cette terre. Franchement. Avec un ordinateur embarqué. L'idée, c'est que vous voulez prendre un taxi, vous vous arrêtez au coin de la rue, taxi. Un taxi se met devant vous, il n'y a pas de chauffeur, il n'y a personne, vous parlez à une machine. C'est juste votre adresse en fait, c'est juste l'adresse. Et l'innovation, c'est que c'est un transport en commun parce que les véhicules automatiques robotisés sont généralement des véhicules personnels ou à usage personnel. Et la dernière innovation, et celle-là, je peux vous dire que je l'attends, mais de plein pied, c'est la 5G. C'est la 5G, elle est prévue pour 2019, mais déjà au CES 2018, on en parle. Parce que la 5G, c'est notre nouvelle manière de se connecter sur Internet, va être notre nouvelle manière de se connecter sur Internet. Je vais vous faire un petit brief. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en 2018, on utilise, pour un film de 2 heures, on peut se taper 2 jours de téléchargement ou une journée de téléchargement avec la 5G, juste 2 secondes. Vous avez un film de 2 heures. C'est juste rapide, c'est presque instantané. Et c'est pour 2019. Moi, j'ai aujourd'hui l'astuce pour tous nos jeunes étudiants, élèves. Les dissertations littéraires, c'était difficile d'étayer la dissertation avec l'auteur et puis l'œuvre. J'en connais qui ont souffert. D'autres ont attribué Petit Baudiel à Amadou Kourouma. Alors que d'Amadou Ompateba. Donc, j'ai une application qui s'appelle Auteur et œuvre. Donc, vous allez dans votre store, vous tapez Auteur et œuvre et vous installez l'application. Vous avez simplement qu'à mettre le nom de l'auteur. Donc, vous voyez, lorsque vous installez, vous faites rechercher un auteur ou une œuvre. Vous mettez le nom, par exemple, Amadou Ompateba. Ça vous donne sa date de naissance, ça vous donne sa date de décès et ça vous donne des œuvres qu'il a écrites. Donc, vous avez la possibilité, vous, de retrouver tous ces livres-là, de les lire et puis d'agrémenter vos dissertations littéraires. Donc après, ce que vous faites, c'est que vous retenez les dates, vous retenez les œuvres. Est-ce que c'est suffisant? Parce que généralement, vous avez parlé de dissertation littéraire. Et en dissertation, on était un peu je vais dire... Les idées par des paragraphes de l'œuvre, par des passages de l'œuvre. Justement, lorsque vous cliquez sur l'œuvre, vous sélectionnez une œuvre dans votre application, vous avez la possibilité d'avoir le résumé de l'œuvre, d'avoir l'idée générale de l'œuvre. Donc tout simplement, votre dissertation littéraire, elle est facile. Ça à utiliser pour vos exercices à la maison, je précise. Parce qu'il ne faut pas faire une compo, il a son téléphone et puis il va commencer à tricher, il va dire « on a dit ça dans CNET Littérature ». Non, je l'ai juste dit d'utiliser ça pour faire tes exercices à la maison et puis pour retenir. Mais pas pour l'utiliser pendant les devoirs, je vous en prie, je ne suis pas témoin. Mais je crois que les téléphones portables sont interdits pendant les devoirs, non? Donc c'est que c'est bon, c'est mieux. Non? On ne sait jamais. Il y en a qui réussissent à rentrer avec. Il y en a qui réussissent à rentrer avec. Ils sont forts. Ils vont dire que ils mettent ici, là, ils mettent ici. Puis on connaît la stratégie. Puis on connaît la stratégie. Ouais. Bah, apparemment, ça sent du vécu. Aujourd'hui, on va lire un recueil de poèmes. Il est de Danielle Seka. Il faut dire qu'elle est née en 1992, juillet 1992, et elle a commencé à écrire des poèmes lors d'un concours à l'école. Et elle a aimé. Et dans cette œuvre, on parle uniquement que d'amour. On parle de l'amour, c'est vrai, amour homme-femme. On parle aussi de l'amour vis-à-vis de la nature, de l'environnement. On parle de l'amour du prochain. Et le poème que je veux lire, c'est le poème 11. Le poème s'intitule « L'amour ». Ça nous fait vivre, ça nous fait sourire. Des instants magiques, souvent éternels, mais parfois éphémères. L'amour, on le croit, est comme le fer, plutôt comme l'œuf, si fragile. L'amour est comme le vent qui passe. C'est cette eau ruisselante, cette journée qui... Oui, on sent que j'aime la laitière, on sent que j'aime cette œuvre. Donc, Danielle Seka, elle nous parle d'amour et je vous invite à apprendre cette œuvre, à découvrir les poèmes. L'intitulé, vous le rappelez? Poésie. Poésie. Oui, parce qu'elle a commencé... De Danielle Seka, elle a commencé à l'écrire au primaire. Elle était en classe de CM2 quand elle a commencé à écrire ses poèmes. Et aujourd'hui, elle en a fait un recueil. Les filles, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Non. La coiffure du grand Poussé. Il a la même coiffure que le président Félix Houphouët-Boigny lorsqu'il était jeune. Mais pourquoi un jeune de son âge se permet de faire une coiffure d'un vieux qui n'a pas son âge? En plus, c'est M. Ondjou qui l'a emmené pour enregistrer la famille du jour. Et ils ont les mêmes cheveux blancs. C'est suspect. Mais je dis, si vous remarquez son t-shirt, ça a deux motifs.
rose et bleu. Rose comme le béret de Jessica, rose. Bleu comme son jean, bleu. C'est suspect. Mais idiot, le même bracelet qu'il porte tous les jours. C'est bizarre. Il se lave avec, il mange avec, il nous filme avec. Je me demande bien si ce n'est pas l'origine de son succès et de sa dextérité. Dextérité, cette facilité qu'il a à faire le clip. Mais je vous dis, même quand il montre la famille Chuchu, on a l'impression qu'on est dans son clip. Il est fort. T'as des clips. Il y a des clips. Oui. Elle a des clips. C'est midi, c'est maintenant. Tout le monde va regarder. C'est midi, c'est maintenant. Tout le monde va regarder. Même ceux qui disent qu'ils n'aiment pas, voilà, ils sont calés. Même ceux qui disent qu'ils n'aiment pas, c'est eux-mêmes qui courent s'apirer. Ici, c'est midi. En plein le boulot. Là, forcément, le repos. On part en vacances. On me dit je suis le plus bête. Mais sachez mes amis que le bête nourrit la bête. Et j'en suis fier. Ici c'est samedi. Ici c'est samedi. Ici c'est samedi. Entre ce que l'on dit et ce que le petit entend, il y a un fossé. Ici c'est samedi. Hey, le chocolat de Babi. Tous les jours on réfléchit. Chaque semaine, un nouveau délire. Hey, qui t'a dit que c'est fini? Ah, got a surprise for you. Surprise for you, baby. This is Prissy. Jessica Bomba se la pète à 5 midi. Jean-Michel Honnet fait le blanc à 5 midi. Philo Vaurien et puis il est dans 5 midi. Ça parle, mais ça regarde 5 midi. La dégâme, je n'aime pas ces conneries d'Assiva. Elle fait souvent sa mimi. On n'a pas dit qu'on est fort que Fitini. Là où Dieu nous a donné, c'est ça on a saisi. Entre ce que le petit entend et ce qu'il comprend, il y a aussi un gros fossé. Ici c'est midi. Moi je suis Marie-Paul. La mode c'est mon univers. Mais regardez comment ici ça fait. Ici c'est midi. Ici c'est midi. Tu dis que tu n'aimes pas. On respecte ton choix, mais fais pas ton rabat-joie. Venez à Dakar, chacun est né selon sa conception. N'enviez pas vos prochains, cherchez plutôt à évoluer. Je suis le sage agité, mes amis on ne peut pas citer. C'est midi. Je présente l'émission du lundi au vendredi. Et tout le monde est enjaillé. Mais quand ça dérape, on ne me rate pas. Chronique dérape, on ne me rate pas. À force de m'attacher, les moustiques me connaissent, les cafards me reconnaissent. On dit je me tchatcho, pourtant j'ai arrêté de me tchatcho. Ici c'est midi, on est obligé d'avancer. Avancer, avancer, attacher, attacher. On est obligé d'avancer, malgré attacher, attacher. Ici c'est midi, ici c'est midi, ici c'est midi. Entre ce que le petit comprend et ce qu'il retient, il y a aussi un fossé. Finalement, le petit ne retient pas grand-chose de la vie. C'est pour cela qu'il ne grandit pas. Devenir écrivaine par l'amour. Je veux dire que grâce à l'amour de votre mère, c'est ça. Moi, je veux dire, la littérature, c'est notre vécu, c'est notre quotidien. La littérature, c'est ce qu'on ressent, en fait. Et c'est bien, on a besoin de l'amour de nos mamans. Déjà, quand on a reçu Kedjevara ici, vous avez vu, l'amour inspire, l'amour maternel. Vous voyez, sa maman Antoinette Alani qui lui a apporté toute son affection. Elle était chanteuse, il est devenu chanteur. Ils ont même fait un featuring. On les a vus ici sur le plateau. Donc tout ça, c'est de l'amour. En fait, je veux dire, comme il n'y a pas... C'est le pouvoir de l'amour. Voilà, l'amour maternel n'est pas... On ne peut pas... On peut pas décrire l'amour maternel. L'amour maternel est illégalable. C'est-à-dire, c'est unique. C'est différent de l'amour paternel. Le papa... Non, on ne va pas quand même comparer. Voilà. Non, c'est pour dire qu'il n'y a même pas de synonyme. Tu as des synonymes de maternel, quelqu'un va te dire belle-mère, va te dire marate. C'est pas la même chose. Je veux dire que je sens la chose en fait. Papa là, il n'y a pas le temps, il va aller chercher un autre. Ça veut dire souvent, vous croyez des enfants dans la rue. Papa Landry était là, je suis allé chez papa, parce qu'il y en a plusieurs. On peut prendre. Mais la mère, l'amour, voilà, l'amour maternel, c'est ça.
on a besoin de cet amour-là. Tu vois, d'autres mamans qui comparent souvent les enfants parce que l'enfant est nul à l'école. Elles comparent l'enfant, la capacité intellectuelle de son enfant, de son propre sang, à celui du voisin. Si ton enfant est nul, c'est de l'amour dans la nullité. Aime-le. C'est ton enfant. Si l'autre est truc, vous n'avez pas la main, il faut lui apporter l'affection. Tu ne peux pas priver l'enfant de l'amour de certaines affections, puis tu veux qu'il ait des résultats positifs. Donc, vous voyez, c'est dangereux. Donc, je dis que c'est bon, c'est ce que je vais dire. Et dit que quand vous suivez les films à l'époque, les westerns, les films où il y a les haches, les trucs dedans, quand les guerriers vont en guerre, comment ils appelaient les mamans? Oh, mère, donne-moi toute ta bénédiction, je vais à la... Mais aujourd'hui, là, les enfants n'ont même plus le temps d'appeler maman. Maman, ils n'ont plus le temps. Maman, maman m'a cherché maman. Mais qu'est-ce que tu attends en retour? Donc, je dis que je ne suis pas surpris de cela. Je ne suis pas surpris et je pense bien que cet amour-là vous a inspiré. Et on attend de voir le contenu de cette œuvre-là, si véritablement cela pourrait également nous aussi nous inspirer. C'est ton jamais. Racontez-nous, s'il vous plaît, l'environnement dans lequel vous avez évolué. J'ai grandi aux côtés de maman, j'ai fait mes bêtises, j'avais mes caprices aussi. Mais en fait, pour te dire que finalement, j'ai grandi dans un environnement où j'ai été choyée, où j'ai été aimée, j'ai pas manqué d'amour et puis voilà. Voilà. Et je me suis quand même arrêtée sur le thème. Ma mère, pas comme les autres. C'est-à-dire, vous la nommez déjà, Béatrice Guéoun, ma mère. On aurait peut-être dit une mère pas comme les autres, qu'on aurait très vite compris. Mais le fait de personnaliser, ma mère, pas comme les autres, comme si vous en avez eu plusieurs, je ne sais pas. Ah non, j'en ai pas eu plusieurs, mais déjà je le dis, je marque avec le ma. Pourquoi? Simplement parce que c'est la mienne et surtout parce que j'ai pas envie de la partager, pas du tout. Voilà. Vous la gardez jalousement? Je la garde jalousement, exactement. Alors, à quel moment vous décidez d'écrire toutes ces histoires? Ce livre, je le rappelle, vous le dédiez à votre maman. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous pousse à le faire? L'histoire de ce livre est un peu simple, mais en même temps banale. L'idée d'écrire un livre pour maman, effectivement, naît dans mon esprit, on va dire, en août 2017. Voilà. Donc j'y pense parce qu'il y a l'anniversaire de maman, en fait, qui doit se tenir tous les 28 novembre de chaque année. Maman est née un 29 novembre, attention. Donc je me dis, mais attends, j'ai envie de faire un cadeau surprise à maman. Je vais lui offrir quelque chose, mais quelque chose de différent de ce qu'on peut avoir l'habitude d'offrir à un parent qui célèbre un anniversaire. Alors je réfléchis, je me dis, mais qu'est-ce que je peux donner à maman qui soit différent et qui pourrait éventuellement la marquer à vie? Et donc je cherche. Et après je me dis, mais pourquoi ne pas revenir sur cette petite histoire que j'ai vécue avec maman dans mon enfance? Ça lui fera peut-être plaisir. Et donc je me mets à l'écrire, je prends ma plume à partir d'août 2017. L'anniversaire est prévu pour novembre 2017, donc du coup j'ai pas beaucoup de temps. Il faut faire assez vite, il faut s'asseoir, réfléchir aux histoires. Dieu merci, les histoires, je les avais déjà en tête, mais il fallait maintenant les écrire. Et en plus, la difficulté a été de les rendre dans un langage qui pourrait être familier à tout le monde. Un langage d'enfant, un langage simple, que tout le monde pourrait comprendre. Vous l'avez lu, donc je suppose que vous avez... Justement, je l'ai lu et je me suis même posé la question de savoir pourquoi avoir utilisé ce style. Exactement. Vous l'avez écrit dans un style très familier. Très simple à lire. C'est une animatrice. Elle aurait peut-être pu élever un tout petit peu le niveau en écrivant. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je l'ai dit dans la préface. J'ai utilisé ce style d'écriture parce que je l'ai dit à maman, je me mets dans la peau de la fillette de 8-9 ans, qui ne se complique pas trop la vie, c'est dans la préface, et qui jette en fait sur du papier ses souvenirs d'enfance avec sa mère. Donc je l'ai fait pour que l'enfant de 8-9 ans également puisse se retrouver, et l'adulte que je suis devenue, et par ailleurs les autres adultes aussi puissent se retrouver et se replonger dans leur enfance à travers ces petites histoires que Et vous l'expliquez dans le livre. Oui, j'ai mis des années avant de le faire car je n'avais aucune confiance en mes capacités d'écriture. À présent, capacité ou pas, je m'en moque car le temps n'attend pas. Exactement, voilà, simplement. Et quelque chose qui va surprendre les téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment, maman Béatrice, qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Parce que moi, je retrouve quand même le prototype des mamans africaines dans maman Béatrice. Mais de là à aller dire, ma mère pas comme les autres, qu'est-ce qu'elle a de spécial et de particulier? Béatrice Guéoun, ma mère pas comme les autres, parce que c'est une femme exceptionnelle. Parce que c'est une femme qui est différente de toutes les autres mères. Pourquoi? Je vais te l'expliquer. Laisse-moi te dire je commencerai peut-être par te raconter cette petite histoire-là, qui s'est déroulée il y a plusieurs années de cela en arrière. Alors, il y a une petite fille
à l'époque, qui devait peut-être avoir à peine 2 ans, 1 an, plusieurs mois ou 2 ans. Et cette petite était dans un village. Et un jour, il y a une dame qui s'est rendue dans ce village-là et qui y était pour des obsèques. Voilà. Donc elle y était pour des obsèques. Et puis, elle arrive au village et elle voit une petite fille. Bon, écoutez, des petites filles dans un village, effectivement, il y en a beaucoup. C'est clair. On ne va pas forcément s'y intéresser. Et elle finit ses obsèques, elle rentre sur la capitale. Et curieusement, elle ne comprend pas pourquoi, mais elle sent en elle le besoin, sinon elle entend plutôt une voix lui dire, mais de façon audible, écoute, la petite fille que tu avais vue au village, retourne la chercher. Et la dame lui dit, se dit à elle-même, mais pourquoi? Pourquoi aller chercher une petite fille que je ne connais même pas? Et cette petite fille spécifiquement, au milieu de plusieurs Exactement. Autres. Pourquoi celle-là spécifiquement? J'ai pas envie, moi j'ai déjà des enfants, j'ai pas envie d'en avoir une de plus. Et la voix se fait persistante. La voix lui dit, va prendre cette petite fille parce que c'est la tienne. Elle dit, ah non, je peux pas. Donc c'était finalement un combat entre cette dame et cette voix intérieure. Un combat entre cette dame et cette voix intérieure. Et finalement, la voix intérieure prend le dessus. Pour avoir la paix, la dame retourne dans le village et elle dit, je récupère cette fille parce que, par conviction, je sais que c'est ma fille. Et elle la prend. Alors cette femme qui a beaucoup de mérite prend cette petite fille qui à l'époque ne parlait même pas, qui avait perdu sa mère et qui ne connaissait même pas sa mère, qui n'avait même jamais vue. Elle prend cette petite, elle la fait aller à l'école avec ses sous. La dame, c'est Béatrice Guéoun, oui, votre maman. Et la petite fille dont vous parlez, c'est vous. Exactement. Béatrice Guéoun a en effet 3 enfants, dont vous êtes la 4e. Donc si mes analyses sont bonnes, vous êtes la fille adoptive de Béatrice Guéoun. Exactement. Vous n'êtes pas sa fille biologique? Non. Ah. Puisque vous nous avez dit dans votre récit qu'elle a vu une petite fille et la voix s'est faite persistante, elle est allée chercher la petite fille. Pendant ce temps, que faisaient vos parents? Oui. Et pourquoi ont-ils si facilement accepté de vous laisser partir avec cette dame? Alors, la petite fille en question avait perdu sa mère assez tôt. C'est-à-dire vous? Oui, donc certainement en couche. Et donc la petite fille n'a aucune notion du visage même de sa mère, encore moins de son père. Voilà. Donc elle était entre les mains d'une tante paternelle. Et c'est entre les mains de cette tante paternelle que Dame Béatrice Guéoun est allée la récupérer. Elle vous récupère et elle vous élève comme si vous étiez sa propre fille. Exactement. Comme si j'étais sa propre fille. Alors elle me prend, et ce que je dois te dire, Caroline, c'est qu'aucune différence n'a jamais été faite entre moi et les enfants biologiques. Jamais. Je fais mes classes de maternelle dans la poche de Béatrice Guéoun. Je fais mes classes du primaire dans la poche de Béatrice Guéoun. Je fais mon cycle secondaire dans la poche de Béatrice Guéoun. Je fais également mon cycle supérieur dans la poche de Béatrice Guéoun. Je reçois tous mes cadeaux de Noël de la poche de Béatrice Guéoun. Je reçois tous mes cadeaux d'anniversaire de la poche de Béatrice Guéoun. Je reçois également tous mes cadeaux parce que parfois j'ai été bonne en classe, parfois j'ai été bonne élève. Je reçois également tous ces cadeaux, ces récompenses de la poche de Béatrice Guéoun. Je reçois mes prières, les bénédictions de la bouche de Béatrice Guéoun. Alors vous vous arrêtez un temps soit peu. Qu'est-ce que je peux offrir à cette dame qui m'a tout apporté? Exactement. Cette femme dont je ne suis pas sortie, cette femme qui n'a rien à voir avec les membres de ma famille et qui va me prendre dans ce village. Est-ce qu'à cet instant, vous imaginez un peu quel serait peut-être votre avenir si elle n'était pas allée vous chercher? Exactement. Peut-être que vous auriez grandi au village sans forcément connaître la route, le chemin de l'école. Exactement. Et peut-être même que j'aurais déjà été mariée avec 5 enfants, hein, peut-être bien. Je ne sais pas, ouais. Avec peut-être 5... avec 5 enfants, j'aurais jamais été ce que je suis aujourd'hui. C'est te dire à quel point, Caroline, je lui dois tout à cette femme. Je lui dois ma vie. Claudia, si vous permettez, moi j'aimerais bien savoir à quel moment vous vous rendez compte, vu que l'amour n'est pas différent, vous êtes avec tout le monde. À quel moment vous vous rendez compte que vous êtes adoptée? À quel moment je me rends compte, plutôt à quel moment on me le fait savoir. Voilà. Quand j'obtiens le bac, d'accord? Donc, maman me le dit, pas parce qu'elle a envie de me le dire,
mais pour ne pas que quelqu'un le fasse à sa place. Elle me le dit parce qu'il est aussi bon pour une personne de connaître son histoire, son identité. Donc elle a fait sans oublier de mentionner effectivement que ma fille, je t'aime de tout mon cœur, et ça tu le sais et tu le vois, mais je te le dis parce que tu dois aussi connaître ton identité. Et lorsque vous ressassez toutes ces histoires, tout ce que vous avez vécu ensemble, et qu'à cet âge-là, elle parvient à vous dire que vous n'êtes pas sa fille biologique, comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous réagissez? Alors, comment je me sens quand elle me le dit? Je dis, maman, pour moi, tu es ma mère. Parce que celle qui m'a sortie de son ventre, je ne la connais même pas, je ne l'ai jamais vue. Celle que mes yeux ont découvert, c'est toi. Toutes les fois où j'ai dû crier, c'est toi que j'ai vu. Personne d'autre n'est ma mère, c'est toi. Alors, je suis fière que tu sois ma mère, je suis fière également que tu sois ma fille. Mais il y a eu un peu de remords quand même, parce que... un peu de tristesse. Un peu de tristesse, voilà. Et puis elle, vous avez la chance, c'est elle-même qui vous fait asseoir et vous le dit carrément, sinon, généralement, c'est... À l'école même, comme un cas de la femme, la carte derrière, c'est vraiment... Mais vous avez eu cette chance-là, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de remords quand même? Ah non, non, non. Il n'y a pas eu de tristesse ni de remords parce que ma mère a toujours été formidable. C'est quoi sa réaction quand vous lui remettez cette œuvre? Wow, c'est indescriptible la réaction de maman quand elle reçoit cette œuvre et qu'elle la tient dans ses mains. C'est des larmes, c'est des rires, c'est à la fois de la joie, de la stupéfaction, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de larmes aussi. Lorsque vous présentez l'œuvre, quelle est la réaction de vos frères et vos sœurs, les enfants de maman Béatrice? Bah, ils sont tous contents, c'est un peu la même réaction partout, ils sont tous contents, ils disent que c'est une très belle preuve d'amour en fait. C'est un sentiment de joie et de reconnaissance à tous les niveaux. Ouais. On sent beaucoup d'émotion dans votre voix en racontant ce témoignage. Nous allons partir dans cette œuvre, c'est un recueil de nouvelles, je le rappelle, Le toffee au lait. Depuis ce matin, j'ai un nouveau boulot. En plus d'aller à l'école, je vends désormais le toffee. Ma sœur Nancy veut que je commercialise. Pour elle, dans ma classe, à mes heures de pause, ces petits bonbons doux de chez Doux. Elle m'en a donné pour la vente une quantité d'une valeur de 500 francs ce matin. Comme une grande, j'ai fait ce qu'elle m'a dit, pardon, mais les clients sont ce qu'ils sont, hein. On ne peut pas les obliger à faire ce qu'ils ne veulent pas. Après une journée de classe et de travail bien remplie, il est l'heure de rentrer, mais aussi l'heure de faire les comptes avec ma sœur, en présence de ma mère. J'ai dû leur expliquer à toutes les deux que la concurrence est rude, donc pas facile de faire acheter la marchandise. Sur les 500 francs de toffee reçus le matin, j'en ai vendu pour 125 francs. Ce qui est déjà bon, hein, un bon début. Seulement, le hic, c'est que les 325 francs de toffee restants ont changé de forme dans l'emballage. Ils sont devenus moins gros et plus luisants. Nancy n'a pas mis beaucoup de temps à deviner ce qui s'était passé. Puisque je raffolais de ces friandises et que je n'avais pas d'argent pour en acheter suffisamment, j'avais pris le soin de goûter les toffees au lait un par un avant de le remettre dans leur emballage. Mon travail de vendeuse s'arrêtait net, mais de toutes les façons, moi non plus, je n'en voulais plus. Et je veux dire, des bêtises comme ça, eh bien, il y en avait des tonnes. Madame n'a pas bien travaillé à l'école, eh bien, son relevé de classe va disparaître. Elle n'a pas fait ses devoirs, eh bien, elle ne va pas aller en classe et il y a une de ses copines qui va venir. Ah, maman, je n'ai pas vu Claudia aujourd'hui, est-ce qu'elle est malade? Pourtant, Claudia s'est apprêtée pour aller à l'école. Elle en a fait beaucoup, hein? Oui, effectivement. Alors là, je t'avoue que j'ai été très casse-pied. Très casse-pied et tu as dû le... Je l'ai bien constaté. Et moi, ce qui me surprend dans cette histoire, c'est-à-dire qu'elle connaissait la finalité. C'est-à-dire qu'elle sait quand elle va faire une bêtise d'une certaine envergure, elle va y passer. La chicotte va intervenir. Mais elle fait quand même. C'était plus fort qu'elle, quoi. Alors, ce que je veux savoir, pourquoi est-ce qu'on n'a pas senti ce côté maternel, ce côté tendresse, parce que c'est quand même un cadeau que vous lui faites. Oui. Ce côté tendresse, amour maternel, mais on a vu la maman un peu dure, un peu sévère. Oui, parce qu'avant tout, je voulais d'abord arracher le sourire. Voilà, à tous les lecteurs. Aussi arracher le sourire à maman elle-même en premier pour commencer. Donc, c'est avec ces histoires-là,
je la replonge dans mon enfance, je lui rappelle des choses peut-être qu'elle a oubliées, je lui rappelle pour lui dire attention, moi j'ai pas oublié, voici ce que j'ai fait et voici en retour la correction qui a accompagné ces petits actes que j'ai posés. Mais en fait, de dire à quel point ça replonge tout le monde dans son enfance. Parce que quelque part, que ce soit Philo, que ce soit Méliane, que ce soit Prissy, tout le monde a eu une enfance avec des bêtises de ce type-là. Donc, finalement, tout le monde se retrouve un peu. J'ai pas voulu, c'est pas tellement, je veux dire, le côté sévérité de maman que je vais mettre en avant. Non, 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 non. Parce que j'ai fait des bêtises, donc c'est normal que maman se comporte ainsi. N'importe quelle mère l'aurait fait si l'enfant déviait de la route. Donc c'est pas vraiment le côté sévérité de maman que je veux mettre en avant, mais c'est surtout ces petits moments de mon enfance. J'ai pleuré à l'époque, c'est vrai, parce que la chicotte, maman l'a fait venir, mais j'étais très heureuse. Est-ce que vous avez quelques remords, quelques regrets? Je veux dire, aujourd'hui, avec du recul, vous dites « Ah, la femme était trop bien, je l'ai beaucoup trop fatiguée », parce que ça, c'est votre enfance que vous nous racontez, donc j'imagine votre adolescence. Ouais, c'est une autre paire de manches aussi, ça je l'avoue. C'est une autre paire de manches, ça peut peut-être aussi faire l'objet dans notre livre, mon adolescence. Mais pour l'enfance, dire que j'ai des regrets, pas véritablement. Parce que n'importe quel enfant se serait peut-être comporté de cette même façon. J'ai pas vraiment de regrets. Peut-être le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est de me dire que j'ai pas suffisamment d'argent pour offrir ce que je veux à maman. Ça, c'est peut-être mon regret à l'instant T. Mais ça va venir. Mais concernant l'enfance, non, je regrette rien. Si on me ramenait dans mon enfance, je referais les mêmes bêtises. Et Merci de nous avoir suivis, merci de vous être réjouis avec nous, très chers téléspectateurs. On se donne tout simplement rendez-vous demain à partir de 12 h. Au revoir.